nous retrouvons nos invités Firmin Teko Agbo et son ami coach Eso Kwamivi Akeleso avant de parler du Congo-Brazzaville et de la sortie de son président, tout-puissant président Denis Sassou Nguesso, qui a fait un discours de bilan. On reste toujours en Afrique du Sud avec ces 2 jours pour se recueillir devant la dépouille de Monseigneur Desmond Tutu, et c'est Firmin qui a désormais la parole. Oui, vous savez, le coach a dit quelque chose d'intéressant. Ça nous amène à nous poser la question de savoir si Mandela a vraiment servi l'Afrique du Sud. La question que moi je voudrais me poser, c'est que est-ce que Mandela pouvait affronter véritablement les Blancs? Moi je pense que depuis sa prison, il s'est rendu compte qu'en réalité, ça va être difficile. Ça allait être très difficile. Puisque après sa sortie également, on a vu que les Blancs continuent par dominer la vie économique de l'Afrique du Sud. Donc il s'est rendu compte qu'en réalité, il ne pouvait rien. Et puis, même dans un de ses livres, il a dit ça avait été idiot de penser que seul il pouvait affronter tout un système militaire. Et je pense que la prison a travaillé, mais je pense aussi que pendant tout son séjour en prison, il y a beaucoup qui l'auraient approché et qui l'auraient contraint à négocier sa sortie. Parce qu'il n'aurait pas négocié sa sortie, il ne serait jamais sorti de prison. Ouais. Il ne se serait jamais sorti. C'est une prison à vie. C'est-à-dire, arrivé à un moment donné, on lui a dit, monsieur, c'est nous qui avons tout le pouvoir. Vous acceptez sortir, mais regardez les conditions. Donc, selon vous, il a peut-être négocié Non, c'est pas il a peut-être négocié, parce que les Blancs avaient tout. Même jusqu'à présent, les Blancs sont les plus puissants en Afrique du Sud. Non, laissez cette histoire de pouvoir. Les Noirs n'ont rien en Afrique du Sud. Ceux qui détiennent le pouvoir économique de l'Afrique du Sud, ce sont les Blancs. Donc, Mandela, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien sans négociation. Donc, il a dû négocier sa sortie, mais au détriment peut-être de ses frères. Il dit peut-être dans les coulisses, il aurait dit d'accord, je sors, mais vous me donnez le pouvoir politique, le pouvoir économique, je vous le laisse. Et vous allez voir, même son discours soit aussi sage, puisse-t-il être, son discours, lorsqu'il est sorti de prison, il a dit, nous disons merci à nos frères blancs d'avoir construit le pays pour nous. Au départ, 20 ans ou 30 ans plus tôt, il n'y avait pas ces autoroutes, il n'y avait pas ces écoles, il n'y avait pas ces hôpitaux. Aujourd'hui, en 1990, nous avons de grandes écoles, nous avons de grandes universités, nous avons de grands centres de santé. Il disait merci, il faisait des éloges aux blancs, parce que c'était tellement facile. Que Mandela, qui, après 27 ans, c'est un être humain, après 27 ans de traitement inhumain, dégradant, qui puisse se lever et dire, nous disons merci et nous pardonnons. Il n'est pas Jésus-Christ. Même Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Mais Mandela, c'est un être humain qui a subi des atrocités. Et quand il était sorti, c'est quelqu'un qui avait toujours ses mains qui tremblaient. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais la négociation a été plus forte que lui. Et au finish, il a cédé parce qu'il se disait qu'il avait déjà plus de 70 ans. Vous imaginez, après de 50 ans, on vous arrête, et à plus de 70 ans, vous sortez. Et il se dit, mais il est déjà fatigué. Donc, il accepte le pouvoir politique. Et quand il est sorti, il dit, OK, ce qu'il va faire maintenant, c'est quoi? Eux, noirs, ils peuvent le pouvoir politique. Mais il a été malin en demandant à ses frères, chers frères, continuer d'aller à l'école. Parce qu'il a compris qu'en réalité, même si la négociation était plus forte que lui, mais l'expertise au niveau de l'administration, l'expertise économique, l'expertise sociale, l'expertise technologique, l'expertise des infrastructures, c'était les Blancs qui en détenaient la clé. Donc il savait qu'il ne pouvait pas chasser les Blancs parce qu'il avait déjà négocié et a laissé tous les Blancs à leur place. Il n'a chassé aucun Blanc. Ça fait partie de la négociation. Et aussi, s'il n'avait pas respecté les clauses de sa convention et il avait commencé par condamner les Blancs, les envoyer en prison et les chasser, le pouvoir allait être déstabilisé parce que les Noirs n'avaient pratiquement rien en Afrique du Sud. On va glisser un dernier mot, pas sur Mandela, mais sur Desmond Tutu. C'est Desmond Tutu qui nous amène sur Mandela. Dire tout. Il a dit que Jésus est Dieu aussi. Okay. Vous êtes catholique? Oh, je suis protestant. Ok. Le Desmond Tutu, je pense que Firmin a dit la plupart des choses sur lui. Et personne n'est contre cette éloge, comme moi je l'ai déjà dit. On n'a qu'à bien l'enterrer, mais que les gens prennent conscience que ce ne sont pas ces choses qui vont l'amener au paradis ou dans l'enfer aussi. Il faudrait qu'on soit réaliste. Ce sont peut-être les actes
posés. Non, les actes même. Et selon les humains, la Bible même dit que ce ne sont pas les actes qui nous amènent pas au paradis. Et puis quand vous lisez, c'est très simple. Si tu crois dans ton corps que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, qu'il a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la condition. Il n'y a pas d'autre chose. On n'a pas dit que si tu donnes 1 million à telle personne, mais ce que je dis ici, c'est que on pouvait se concentrer sur le problème des Sud-Africains, c'est le même moment. Vous allez voir qu'on va oublier durant 1 semaine, 2 semaines, et tout le monde ne fait qu'envoyer des félicitations, c'est bien. C'est bien, mais on a qu'à aussi essayer. Jusqu'à présent, Fumé l'a dit, en réalité, les Sud-Africains ne détiennent pas le pouvoir économique, militaire, tout ça là. C'est le pouvoir politique et c'est les gens de l'ANC qui viennent chaque fois, ils sont là-bas. En réalité, il n'y a rien. S'il y a quelqu'un qui doit prendre prix Nobel, d'avoir vraiment défendu son peuple, c'était Robert Mugabe. C'est-à-dire, lui, il a même arraché des têtes des Blancs pour donner à sa population qui a été incapable de les fructifier. Donc, voici. Est-ce que c'est quand on est anti-patriote qu'on doit avoir prix Nobel ou c'est quand on est patriote qu'il faut l'avoir? Ouais, les panafricains ne nous permettent pas d'avoir chance sur ce genre de choses. Voici moi, je dois par exemple vanter l'Afrique quelque part. Je prends 2 exemples au lieu d'aller dans le temps antique où l'Afrique était. Moi, je prends ça. Vous prenez 1865 dans la guerre des États américaines. Le dernier soldat tombé, c'est un noir. Vous allez en 1918, le premier soldat américain décoré pour bravoure, c'est un noir. En 1920, New York Times a changé N de minuscule de noir en grand N. Vous voyez, ce sont des choses sur lesquelles on devrait se baser pour montrer que les choses évoluent. Mais comme vous voyez les panafricains, par exemple, ils vont vous dire qu'il y a Imhotep ou qui a écrit quoi. C'est pas ça. C'est pour dire qu'au lieu de nous passer ce genre de choses qui sont des fois intéressantes aussi, il faudrait qu'on se cantonne sur le développement de l'Afrique et de chaque pays. Parce que il y avait Desmond Tutu, mais il y a eu quand même massacre de Soweto. Il y a Desmond Tutu, mais les Sud-Africains ont tué dernièrement les Nigérians et les autres pays de l'Afrique, soit disant qui volent leur emploi. Donc, tout n'était pas aussi blanc comme de la neige, comme les gens pensent. Lui seul ne veut pas tout faire. Non, vous voyez, quand vous êtes icône, vous travaillez à ce qu'il y a des petits icônes aussi. Et donc, il faudrait que chaque fois ça sort. Comme je le dis, les leaders africains, malheureusement, comme c'est leur intérêt, quand ça ne touche pas leur intérêt, ils n'interviennent pas. Donc, c'est pour dire que Desmond Tutu, c'est quelqu'un de bien, c'est un archevêque qui a bien fait son boulot, sauf que les obsèques qu'on lui prépare dépassent le plan national, je pense que ça va au-delà même de l'Afrique. Mais est-ce qu'il a œuvré pour l'Afrique ou pour l'Afrique du Sud? Une seconde, regardez, ce que le coach dit, même si je l'ai abordé par rapport à Mandela, je pense que nous devons noter, et c'est palpable, ça fait déjà des années, nous devons noter que ceux qui font et défendent les stars, ce sont les Blancs. Si vous servez les Blancs, ils vont faire de vous des stars. Je suis 100% d'accord. Oui, c'est-à-dire, Desmond Tutu, il aurait été contre les Blancs, on ne l'aurait jamais entendu parler de lui. Peut-être on l'aurait même éliminé. On ne lui aurait jamais ouvert les portes de conférences en Angleterre. On ne lui aurait jamais donné le prix Nobel de la paix. Regardez, le prix Nobel de la paix, c'est qui l'a inventé? Ce ne sont pas les Noirs. Regardez même cette simple histoire de Ballon d'Or. Cette simple histoire de Ballon d'Or. Vous faites partie... Organisé par France Football. Organisé par France Football. C'est-à-dire, peut-être ça a été une erreur que Georges Weah ait pu obtenir le ballon de passe. Peut-être qu'il regrette aujourd'hui. Et qu'il regrette depuis Georges Weah. Est-ce qu'il y a encore eu un Africain qui a pu obtenir le ballon d'or jusqu'à présent? Eto'o Samuel Eto'o a joué de la façon la plus... Eto'o l'avait mérité. Il l'avait mérité, mais il n'a jamais eu le ballon d'or. Didier Drogba était proche. Didier Drogba était proche. Mais peut-être ils ne sont jamais passés par la France, parce que vous passez par la France, Monaco et autres, et on vous adule d'une manière ou d'une autre. Les médias français font de vous de grandes stars, et peut-être quelques jours après, vous êtes stars. Ou soit vous êtes brésilien, ou soit vous êtes italien. C'est-à-dire, ceux qui font des stars, ce sont les Blancs. Ceux qui défendent les stars sont les Blancs. Et ceux qui font des dirigeants emblématiques, ce sont les Blancs. Regardez, aujourd'hui, si on veut vous déstabiliser en Afrique, si depuis l'Occident veut vous déstabiliser, il faut qu'on utilise simplement les médias occidentaux et puis on vous déstabilise. On est passé par France de Katerefi pour déstabiliser Gbagbo et Kadhafi. C'est-à-dire, c'est passé comme ça. Donc, juste conclure que Desmond Tutu, il a été le chouchou des Blancs. Les Blancs se sont servis de lui pour arriver à leur fin,
pour gérer leur programme. Lui et Mandela, ils ont été instrumentalisés. Personne ne peut le nier aujourd'hui. Ils ont été des chouchous, des blancs à un moment donné. Et vous allez vous rappeler un peu, ce 10 décembre 2013, lorsqu'on organisait les funérailles de Nelson Mandela, où tous les dirigeants du monde étaient là. Les Sarkozy, les Hollande étaient là. Les Barack Obama étaient là avec de grands discours. Il aurait été contre les incidentaux. Personne ne dirait jamais de lui qu'il était un grand prisonnier. Donc, il faut être vraiment proche des Blancs si vous voulez être star. Si vous n'êtes pas proche d'eux, on va vous vilipender, on va vous tuer, on va vous déstabiliser. La preuve, c'est comme l'a dit Pagnaza, quand nous étions avec Desmond Tutu, les Blancs, les policiers blancs, où l'armée ne tirait pas sur nous. C'est peut-être aussi l'effet du Saint-Esprit. On va quitter Johannesburg pour Brazzaville, pandémie, plan d'action économique, élection législative. Denis Sassou Nguesso, le tout-puissant président du Congo, Brazzaville, était devant le Congrès ce mardi. Dans un discours de plus d'une heure, le chef de l'État s'est félicité de la politique menée dans son pays. Alors, coach Essor Aklesso, il a d'abord exhorté la population à faire attention pour les fêtes de fin d'année. Les dirigeants africains, des fois, ils jouent à la comédie. C'est-à-dire que tout le monde sait que personne ne maîtrise le contour de cette maladie. Mais lui, il a même été sûr là, que c'est l'unique voie, c'est le voie. Je pense qu'il l'a dit dans son discours également. Et au lieu de se cantonner sur le problème de son pays, il n'a fait que... Oui, il a parlé aussi des problèmes. La corruption, par exemple. Non, ouais, c'est ça. Ma campagne de corruption, je ris. La corruption, ce n'est pas entre les pauvres. Ce n'est pas celui qui va dans la boutique avec 1000 francs qui est corrompu, qui fait la corruption. C'est eux-mêmes, ceux qui sont là. Les milliards, c'est eux. Le président connaît celui qui a pris des milliards dans le pays. Il sait qui a pris quoi, qui a fait quoi. Mais quand ils viennent encore... On parle également de son fils, Denis Christel. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand ils savent tout ça, là, ils viennent, ils bleuissent le peuple. Moi, je ris. Ouais, c'est pourquoi je dis, tout de suite, on parlait de Desmond Tutu. Et moi, je dis que Firmin a conclu en disant que quand tu veux évoluer, il faut quand même avoir dans les bonnes relations avec les Blancs. Et moi, le seul président que j'ai reconnu en Afrique, que les gens n'ont pas, même la France a mis en place un système de nuire à cette image. Sylvanus Olympio. C'est pas beau, Sylvanus Olympio. Quelqu'un dans toute l'Afrique, personne n'a payé la dette de colonisation. Mais les Blancs disent à Sylvanus Olympio de payer la dette de la colonisation parce que simplement il dit que le Togo va être indépendant. Il a payé 800 millions. Aucun pays africain, il a payé ça dans moins de 2 ans. Il a payé ça. Mais jusqu'à présent, on ne nous le dit pas. On ne nous l'apprend pas à l'école, ni on devait même faire comment ce président réussit pour rembourser la dette de la colonisation. Il peut servir de leçon. Mais on ne l'a jamais dit. Voilà, le gars là, il est là-bas, il ne fait rien au Congo, rien n'évolue, et il est content même pour l'élection. Il dit que l'élection présidentielle s'est bien passée. Est-ce que quelqu'un pouvait dire que ça ne s'est pas bien passé? Il va laisser la personne tranquille? Non, c'est pour dire que il faudrait que nos présidents laissent le discours de la personnalité là, ou le culte de la personnalité pour faire de bonnes choses. Tout ce qu'il a dit, il a préparé 1 heure, il n'a même pas besoin de faire plus d'1 heure. 30 minutes, il va dire ce qu'il va. Il sait très bien. Donc, je ne dis pas que le Togo, mais bizarrement, les autres pays, Cameroun, Gabon, Congo, moi je pense qu'ils font du théâtre. Au moins, les nôtres ici, ils se cachent, ils font de bonnes choses après. Mais eux, ils font rien là-bas et puis ils sortent, ils disent ce qu'ils veulent. Je le dis, ces pays, quand vous vérifiez bien, ils sont 3. Il y a Cameroun, le Nigeria et RDC. Quand on parle des pays les plus corrompus là, ils s'alignent des fois. Des fois, Nigeria premier, Cameroun deuxième, donc c'est comme ça ils sont. Donc moi, je me dis que d'abord, il n'a pas besoin de faire cette sortie. Et ensuite, quand il le fait, c'est dire que les Congolais ne réfléchissent pas. Quand il se félicite, il dit et même il dit que pour les législatives prochaines, les choses iront mieux. Donc, depuis qu'il a muselé, martyré ses opposants, il devait parler de ces gens de pour dire que pour libérer ces gens de personnes. Il est là et puis il surfe, il est en train de caracoler sur tout ce qui est sur le pays. Il dit que les choses vont normalement. Moi, je pense que on dit que c'est de la poudre de le pépin qu'il est en train de faire, sinon moi, rien du tout. Dans un appel très éclair au bailleur, le chef de l'État congolais a indiqué
que tout était en place pour la bonne gouvernance, voilà, cher coach, et la lutte contre la corruption. Est-ce qu'on peut le prendre au sérieux, Firmin Tekou Agbo, même s'il est le président du Congo, Brazzaville, quand on voit tout ce qui se passe dans ce pays, je l'ai dit tout à l'heure, son fils même a été doigté à un moment donné, Denis Christel Nguesso, de corruption avérée. Est-ce qu'on peut prendre au sérieux le tout-puissant président du Congo, Brazzaville? Vous savez, quand vous voyez ce documentaire des biens mal acquis, je pense qu'il est dedans, non? Oui. Non, il est dedans. Ils sont dedans. Son fils également. Son fils également. Nous sommes en 2016. Non, c'est plutôt le fils du président équato-guinéen. Lui, il a déjà... Son fils aussi est dedans. Oui, mais il a des propriétés en France. La famille Nguesso a des propriétés en France, tout comme la famille Bongo. Je me rappelle, nous sommes en 2016, où le président, c'est en 2015 ou en 2016, où le président Nguesso lançait son référendum pour lui permettre, qui devrait lui permettre en réalité de faire, de remettre le compteur à zéro pour faire d'autres mandats. Et c'était quelque chose qui faisait soulever tout le pays, la société civile et une partie de l'opposition. François Hollande, dans son discours, lui avait apporté tout son soutien. Vous imaginez? Donc c'est grâce à François Hollande qu'il a été maintenu au pouvoir, qu'il a fait ce premier mandat sous la nouvelle constitution. Et il a fait, c'était le deuxième mandat l'autre fois. Et aussi, c'est grâce à la France qu'il est revenu au pouvoir en 1997. Ouais, en chassant Pascal Lissumba. Parce qu'il a quitté en 92, il est revenu en 1997. Grâce à la France, grâce à Elf, c'est Elf qui avait soutenu. On se souvient de la guerre civile. Voilà, de la guerre civile, qui avait mis un peu d'argent dans son élection. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous êtes proche de la France fait de vous un grand président, une grande star, et il est là, inamovible, il est là, personne ne le déstabilise. Vous voulez le critiquer un peu, il vous met en prison, et peut-être on vous tue quelque part. Des journalistes peuvent aller en prison, des acteurs de la société civile peuvent aller en prison. C'est tellement difficile, il est difficile de critiquer, comme peut-être on peut le faire ici. Vous voulez savoir s'il est sérieux, si on va le prendre au sérieux. Si on va le cela veut dire... Regardez tout ce que je viens de citer. Ça veut dire, n'eût été l'appui de la France en 1997, il n'aurait jamais été, il ne serait jamais revenu au pouvoir. N'eût été l'appui de la France en 2016, il aurait quitté le pouvoir peut-être en 2016 ou en 2017. N'eût été l'appui de la France, il aurait quitté peut-être le pouvoir cette année ou l'année passée. Et donc, ça veut dire l'individu en réalité ne représente pas grand-chose. Bien sûr, nous savons que notre président de la République togolaise va régulièrement chez lui, peut-être c'est des amis. Mais ce qui fait de lui un grand chef d'État, c'est la France. Ça veut dire que la France est derrière. Et souvent, quand la France est derrière vous, peu importe les bêtises que vous commettez, on vous soutient. Vous savez comment Alpha Condé l'appelait? Non. L'empereur. Voilà, l'empereur. Tout comme le président ivoirien. Ouais. Tout comme le président ivoirien. Donc, peut-être une petite parenthèse. Quelqu'un m'a dit, quand vous allez en Côte d'Ivoire, excusez-moi, la petite liberté d'expression que nous avons ici, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Hein. Vous pouvez parler sur les médias et critiquer les Ouattara comme vous voulez. Hein. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, vous faites ça, on vous arrête. Voilà. Donc, de même que dans son pays, ceux-là qui s'appellent empereur, Ouattara l'appelle empereur, Alpha Condé l'appelle empereur, Ouattara appelle notre chef d'État. Le jeune doyen. Le jeune doyen. Donc, quand vous allez, le jeune doyen, au moins, il laisse une petite liberté d'expression. Ces empereurs qui ont connu le XXe siècle, ne veulent laisser aucune liberté, ils restreignent tous les espaces de liberté et ils ne veulent pas partir non plus. Donc si vous avez la France derrière, vous pouvez commettre toutes les bêtises possibles. La corruption peut être à un niveau considérable dans votre pays, personne ne vous dira rien. Alors Firmin, il y a les Ivoiriens et puis les Congolais aussi qui reprochent des choses à vous les Togolais, hein, et surtout à la gouvernance du jeune doyen. Oui, on peut reprocher, parce que nous ne disons pas que la gouvernance du jeune doyen est ouverte. Non, on reproche un certain nombre de choses. Donc, tout est discutable. Oui, tout est discutable, sauf que ici... Mais la liberté d'expression... Oui, l'espace de liberté s'est un peu élargi ces dernières années au Togo, même si aujourd'hui, nous avons des confrères journalistes en prison, ce que nous regrettons, et par là, nous demandons leur libération. Abstraction faite du fond du dossier, vous imaginez. Donc ici, dans un pays où le taux de pauvreté est de 50%, où
le pétrole qui représente au moins 80% des recettes du pays ne profite pas à tout le monde dans un Et il a justement parlé des hydrocarbures. Selon lui, ils ne sont pas stables, c'est une priorité pour 2022. Alors le président souhaite que l'agriculture devienne un pilier de l'économie. Il a parlé également de l'élevage des petits ruminants et la production de denrées de base telles que le manioc, l'arachide, le maïs et le soja. Après avoir passé près de 40 ans au pouvoir, le président a pensé à tout le monde. C'est maintenant, il parle d'arachide, il parle d'animaux, il parle d'élevage. Après avoir passé près de 40 ans au pouvoir, où 2 enfants, ou 2,5% des enfants, 26%, j'allais dire 26% des enfants de moins de 5 ans, souffrent de malnutrition chronique dans ce pays, où les jeunes trouvent difficilement du boulot. Taux de chômage, près de 40%. Dans ce pays, et où il se lance des éloges, soi-disant avoir fait un bon travail durant ces années. Non, il a complètement échoué. 26% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. 40% de vos jeunes, alors que les jeunes représentent 60% des 4 millions, de 5, 6, 7 millions. Vous imaginez, et aujourd'hui, notre cher chef de l'État se réjouit de ce bilan. Vous imaginez où la corruption est à un niveau avancé. Quand on parle du pétrole et des dividendes, on parle souvent d'écart, de fossé entre les chiffres qui sont vraiment publics et les chiffres officieux. On voit la communauté internationale, les ONG internationales ont toujours dénoncé la corruption à ce niveau. Mais le président n'a jamais donné plus d'éclaircissements sur ce sujet. Et aujourd'hui, il se lance des éloges en disant qu'ils ont fait ça. Et ça, après 40 ans de gouvernance, c'est maintenant il parle des animaux, c'est maintenant il parle de maïs, c'est maintenant il parle de son agriculture. Mais je pense que c'est une situation qui désole un peu sur ce continent. On se demande là où va le président après plus de 30 ans au pouvoir, plus de 35 ans au pouvoir, un président qui approche déjà les 80 ans. Je me demande ce qu'il peut encore bien faire. Si moi, je ne peux demander que sa démission. Alors, sur le plan politique, il a dit que les récentes élections se sont bien passées et ils envisagent les élections législatives à venir, même si son opposant, on se souvient, Guy Brice Parfait Kolela, est décédé par la suite, coach et soit à quel sort? D'abord, dans sa déclaration, ça veut dire qu'au moins il admet qu'il y a des élections qui n'ont pas été crédibles. Quand il dit que ces récentes élections, au moins il admet que certaines élections n'ont pas été crédibles. Mais ensuite, c'est que Fermier donnait le titre empereur, tout ça. Je me demande ce qui arrive à nos chefs d'État. Ils aiment trop les titres là. Même, vous voyez, vous n'allez jamais entendre, on dit son excellence, le président de la République française. Non, on dit le président de la République française. Mais les nôtres aiment ce titre. Les gens disent même Emmanuel Macron. Oui, c'est que les titres là. Même nos ministres actuellement, un ministre s'appelle pas Excellence. Vous allez voir même que à cause de l'argent que les gens vont prendre chez le ministre, il appelle Excellence. Or, il n'y a que président, ambassadeur, comment on appelle les cardinaux, eux, on peut leur donner, ou carrément un représentant du président. Et le ministre des Affaires étrangères souvent représente le président dans des voyages. Mais quand vous n'avez pas, vous ne représentez pas le président ou vous n'êtes pas Premier ministre, ce titre, vous voyez, ils ont empereur. Tout ça, ça va faire quoi? Rien du tout. Maintenant, ce qui comme quand il dit agriculture, quoi, il faudrait que nos présidents comprennent quelque chose. Les États-Unis ne sont pas là où ils sont à cause de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à investir dans la technologie. On est dans un monde actuellement où tout le monde file à cause de la technologie. Au même moment, nos chefs disent d'aller à l'agriculture. Or, il faudrait seulement donner les moyens aux agriculteurs qui sont déjà là pour qu'ils évoluent. Mais on voit comment les agriculteurs souffrent au Togo ici, par exemple. Et tout le monde va encore retourner à l'agriculture pour être sur là. Non, c'est quand on voit, par exemple, on voit parmi les députés un agriculteur, on voit parmi les cadres un agriculteur. Ça peut attirer les gens. Il faudrait que nos dirigeants comprennent que c'est pas... C'est comme si on dit d'aller vous caser quelque part. Non, le président congolais ici, moi je pense que c'est quelqu'un qui est incapable. Fima a déjà donné les chiffres. Quelqu'un qui est incapable. Et puis quelqu'un qui sait que tant qu'il a la France derrière lui, et j'ai l'impression qu'il représente, c'est lui le représentant de la France dans la zone. Donc il va faire ce qu'il veut, parce que ce que la France aussi fait des fois,
c'est quand le gars là va lui tourner dos qu'elle va nous montrer les méandres de ce dernier. Sinon, tout le monde sait ce qu'il fait et ce qu'il va continuer par faire. Il n'y a rien de ce qu'il a dit qui est concret. Du moins, depuis qu'il est là, il sait déjà qu'il y a pétrole, il sait qui a créé l'instabilité, c'est lui, ce n'est pas les pauvres qui ont créé l'instabilité, c'est lui, c'est les chefs de l'État et c'est lui qui dirige le pays. Mais il ne peut pas dire que tout ce qu'il appelle l'instabilité, non, ça n'a pas de sens. Si au moins il avait donné au moins une largesse à l'opposition, non seulement que au moins de temps en temps, chez nous, si on fait gouvernement d'union, on appelle l'opposition aussi, il vient des fois, mais s'il avait fait ça, ça serait bien. Lui, il est catégorique, il est, comment on dirige avec son clan, hein, on l'a vu. Une autorité sans faille, c'est pas cela. Une gestion clanique du pouvoir. Ce clanique, c'est mieux. Ce qu'il fait, des fois même, on dirait que c'est sa famille. Clan, c'est que au moins, c'est plusieurs familles qui font un clan au moins, non. Lui, c'est uniquement lui, son enfant est immensément riche. On ne sait pas quel travail il a fait. Il est ministre, actuellement ministre. Ce que je dis, vous voyez, c'est ce que vous me rejoignez là. Ce que je dis. Et dans la gestion de la chose publique, c'est les compétences qu'on cherche. Si moi, le fils du président... Il a été à l'école, Denis Christian. Non, ouais, ce n'est pas forcément quand on est à l'école qu'on est compétent. Les gens confondent les choses. Je vous ai déjà dit un jour aussi que quand vous allez dans nos villages, il faut observer les chefs coutumiers. Quand il y a un jugement, ils n'ont jamais fait le droit. Mais quand ils jugent, quand vous comparez, vous allez vous dire, cela leur vient d'où? Donc, nos juges et nos chefs traditionnels, la différence c'est que nos juges ont appris une langue étrangère. Comment juger dans une langue étrangère? Mais nos chefs sont... Il y a des mots qui sortent, il y a des proverbes qui donnent. Ça résolve des choses. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est celui qui a été à l'école qui est mieux que... C'est pas ça. L'école ne fait que développer ce que tu as en toi. Ce n'est pas... Et avaler quelque chose de nouveau. Donc, nos frères, nos mamans, nos parents qui n'ont pas été à l'école ont des compétences en eux. Mais c'est comment l'utiliser? Si son enfant était à l'école, je suis sûr que si on veut chercher des compétences, qu'on dépose tous les Congolais, il y aura plusieurs qui vont dépasser son enfant aussi. Mais il n'a pas besoin de mettre... Et aussi, peut-être qu'il veut copier le Togo, c'est un pays, il veut aussi préparer l'association, ce que les autres ne veulent pas accepter dans ce pays. Mais moi, je me dis que je ne crois en rien de ce que le président l'a dit, parce que depuis longtemps, Fimé a dit, comment Fimé a appelé le truc là, le problème de suffisance alimentaire. Ouais. Il y a ça. Mais, il y a la malnutrition chronique des enfants. Ça coûte quoi? Il sait combien il faut débloquer. Et bizarrement, le même président ou le même président va encore demander à FMI, FAO d'envoyer. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes des riches, mais vous demandez aux gens de nourrir les gens de votre population. Ça n'a pas de sens. Donc, il faudrait que ces gens de discours, moi j'aurais préféré qu'ils laissent le président de l'Assemblée ou le Premier ministre venir faire ça. C'est mieux que lui-même fasse ça. Il voulait montrer ça ce mois-ci. Sinon, ça n'a pas raison. Tout ce qu'il a dit. Du président. Non, c'est ce qu'il veut. C'est pour dire que c'est lui qui maîtrise tout. Sinon, en réalité, et son pays est à l'agonie, il n'y a rien du tout. Allez, on marque la pause pour le journal. On retrouve nos chers invités Firmin Tekou Agbo et Kwame Vie et Soa Kelso.